Ce sera donc la nouveauté de la rentrée dans les collèges et dans les lycées. En cas de Covid dans une classe, eh bien, tous les élèves qui ne seront pas vaccinés devront rester à la maison et suivre les cours à distance. Nouveau protocole annoncé par Jean-Michel Blanquer, le ministre. Alors certains dénoncent déjà une discrimination. On va en parler dans un instant avec nos invités, mais d'abord les explications avec Rémi Senlis. C'est une annonce du ministre de l'Éducation nationale qui risque de changer le quotidien de certains élèves dès la rentrée. S'agissant de l'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés. Donc c'est évidemment une forte incitation à être vaccinés. Je précise que ceux qui ne seront pas vaccinés seront en enseignement à distance. Une mesure plutôt mal reçue par les familles que nous avons interrogées, pourtant toutes vaccinées. Moi, je ne suis pas pour. Je suis pour la vaccination. Je suis pour la vaccination des jeunes de 12 à 18 ans parce qu'ils sont quand même pas mal impactés. Ils ont besoin de retrouver leurs copains. Par contre, moi, j'estime que l'école ne doit pas être impactée. Mais je trouve que c'est difficile pour les enfants, vu les 2 ans en fait qu'ils ont vécu. Le but, c'est quand même qu'ils puissent aller en classe, quoi. Donc voilà, moi je serais plus enclin à une vaccination en fait pour tous les enfants en fait au collège et gérée par les collèges en fait, quoi. De leur côté, les premiers concernés, les élèves, rappellent à quel point il est difficile de suivre les cours en distanciel et n'y sont pas beaucoup plus favorables. Non, je trouve ça pas très bien parce que tout le monde n'aurait pas la même égalité et si c'est pas pareil en distanciel qu'en cours. Je pense que ça va inciter la vaccination, mais aussi s'il y a la moitié des élèves qui participent et d'autres non, ça va être compliqué, je pense. Écarter les élèves non vaccinés en cas de contamination, une mesure qui ne s'appliquera pas aux classes de primaire. Elles continueront tout de même à fermer leurs portes dès lors qu'il y aura un cas de contamination. Najat Bellassène, coprésidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves, était avec nous tout à l'heure. Écoutez, elle dénonce une inégalité. Dans l'intitulé même de ce protocole, on a bien une inégalité puisque des élèves non vaccinés vont devoir rentrer chez eux et être en éviction alors que des élèves vaccinés vont rester en cours. Donc forcément, il y a inégalité. La question qui se pose, si vous voulez, à nous aujourd'hui en tant que parents, c'est qu'on est passé d'une annonce d'une campagne de vaccination par le président de la République, d'incitation à la vaccination, à un protocole qui va mettre en éviction une partie des élèves. Et ça, qu'on soit pour ou contre le vaccin, de toute façon, c'est insupportable de prendre en otage, j'ai envie de vous dire, les élèves sur cette question-là, alors que ce sont des questions qui relèvent en effet de l'autorité parentale. Et surtout, on est dans un cadre scolaire et l'école, je le rappelle, l'éducation, le droit à l'éducation, ça reste un droit pour tous. Et quoi qu'il arrive, les élèves qui seront vaccinés, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas être malades, puisque le vaccin évite les formes graves, mais n'évite pas la contagion en fait. Donc la question reste pleine et entière finalement. Donc là, qu'il y ait une campagne, si vous voulez, d'incitation à la vaccination qui est lancée, pourquoi pas, comme il y a eu une campagne de tests, dont acte, mais par contre, qu'il y ait une partie des élèves qui soient en éviction parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, là, ça revient à instaurer un pass sanitaire, en fait, finalement. Ah, c'est justement ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça revient finalement pas à ça, imposer un pass sanitaire dans les collèges et dans les lycées ? Eh bien, écoutez, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, je ne sais pas. Il faudra que le ministre nous réponde là-dessus. On a réellement l'impression, en tout cas, que c'est un pass sanitaire déguisé, même si dans son propos, le ministre dit bien qu'il s'agit d'inciter à la vaccination. Nous, en tout cas, dans les premiers éléments d'intervention du président, ce qu'on a noté, c'est une campagne d'incitation à la vaccination, non pas une éviction de certains élèves parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Alors, que ce soit applicable en plus dès la rentrée de septembre, sans laisser le temps aux familles qui reviennent de congé de prendre le temps de faire les 2 doses de vaccin, c'est vraiment aberrant en fait comme déclaration. Comment ça va se passer concrètement selon vous pour les professeurs, faire cours en même temps aux élèves présents et ceux qui seront en distanciel ? Écoutez, c'est pareil. Aujourd'hui, on nous annonce qu'une partie des élèves vont être en éviction, qu'une partie des élèves vont rester en cours. Les élèves qui vont rester en cours vont continuer à suivre leurs cours avec leur professeur. Est-ce que le professeur qui sera en cours va faire des cours à distance ?
pour les élèves qui seront en éviction, ou est-ce qu'il y aura des recrutements de professeurs qui vont être rattachés en fait à cette continuité pédagogique? Et là, c'est pareil, on n'a pas de réponse en fait. Équiper les salles de classe de visioconférence me paraît quasiment mission impossible, hein, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, encore une fois, on a des annonces, mais en face, on n'a aucune réponse en fait concrète du terrain. Et on en parle très peu, mais dans le cadre scolaire, on a quand même aussi des sorties scolaires. Et les sorties scolaires vont nécessiter aussi un pass sanitaire. Donc, comment vont se passer aussi les sorties scolaires? Est-ce qu'une partie des élèves qui ne seront pas vaccinés, d'après ce qui a été dit, en tout cas par les déclarations du ministre ce matin, ne seront pas en capacité de faire les sorties scolaires avec leurs camarades? Voilà pour l'avis donc de la Fédération des parents d'élèves. Avec nous en plateau, toujours Ludovic Toro, médecin et maire centriste de Coubron en Seine-Saint-Denis, Patrick Martin-Genier qui est enseignant à Sciences Po, et puis nous a rejoint William T, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On entend certains qui disent on va vers une stigmatisation des élèves non vaccinés dans les collèges et dans les lycées. Vous en pensez quoi, vous, de ce protocole? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron joue l'avenir de son quinquennat sur la question des écoles. Parce que ce qui s'est passé dernièrement, c'est la question des mobilisations, notamment sur la question du pass sanitaire. Moi, je pense que la mobilisation peut tourner dans un sens ou dans un autre, avec ou contre Macron, sur la question des enfants. Est-ce qu'en fait, on doit obliger ou inciter les enfants à se faire vacciner, ceux du primaire, ceux du collège et ceux du lycée? Et la difficulté des mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer, c'est qu'en fait, il crée une double fracture sur la question des écoles. Une fracture sociale et une fracture territoriale. La carte du monde qui révèle la question de la vaccination montre trois grandes fractures. Une fracture entre le nord-ouest et le sud-est. Une deuxième fracture entre les métropoles et les territoires ruraux. Et enfin, une troisième fracture entre les villes riches et les villes pauvres. Donc en fait, si on applique ce pass sanitaire ici, il y a un cas. Et ça va être très compliqué d'avoir 0 cas dans toutes les écoles à cause du variant Delta. En fait, il est fort probable qu'on arrive à une école à 2 vitesses. Ceux des villes riches où en fait il y aura pas de cas, où la plupart des enfants seront vaccinés, et ceux des villes moins riches où il y aura le flambé des cas, donc éventuellement une fermeture des classes. Et enfin, un deuxième point, une discrimination au sein même de l'école entre ceux qui se font vacciner, qui sont principalement des enfants plutôt riches, selon les statistiques du monde, et ceux des enfants pauvres. Mais en complément de ce protocole, Jean-Michel Blanquer a aussi annoncé 6 à 7 000 centres de vaccination déployés dans les établissements scolaires. Oui, mais moi je pense que je pense qu'Emmanuel Macron a eu plutôt la bonne stratégie depuis janvier, notamment lorsqu'il a refusé de fermer alors que les médecins l'avaient incité à le faire. Ce que je ne comprends pas, c'est son revirement de stratégie depuis fin juin, début juillet, notamment son discours du 12 juillet. En fait, ce qu'on faisait depuis janvier, c'est qu'on se concentrait sur la question des admissions dans les hôpitaux plutôt que sur la question du nombre de cas. Si on veut lutter contre les variants, il faut mener une politique mondiale, voire européenne, de vaccination, parce que les variants peuvent apparaître non seulement en France, mais également dans les autres pays. Donc en fait, nous, notre objectif à court terme, comme il n'y a que 14% de la population mondiale qui est vaccinée, c'est se concentrer sur les admissions dans les hôpitaux et donc se concentrer sur les personnes à risque et donc vacciner obligatoirement les plus de 50 ans. Je crois qu'il y en a environ 4,5 millions ou 4,8 millions. Patrick Martin-Genier, vous qui êtes enseignant à Sciences Po, comment vous voyez ça en tant qu'enseignant? Vous disiez par exemple tout à l'heure que vous avez déjà fait des cours à distance et que c'est compliqué. Est-ce que là, on ne rajoute pas des difficultés au corps enseignant? Oui, la difficulté, moi d'abord, il y a un principe de précaution. On ne peut pas en vouloir au gouvernement, ministre de l'Éducation nationale, de vouloir protéger les enfants et les parents. J'ai fait, moi, des cours en distanciel, mais je l'ai fait dans des universités où il y avait des moyens. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants parfois qui étaient là en présentiel, d'autres en distanciel. Il y a véritablement des moyens vidéo. Est-ce que c'est le cas des écoles, des collèges, des lycées? Je ne pense pas. Je pense que les départements et les régions vont faire un effort, mais effectivement, nous verrons. Ce qu'il faut, c'est que toutes les collectivités territoriales et l'État soient la main dans la main pour essayer de se donner de tels moyens. Mais je réfute le terme de discrimination. Je n'aime pas ce terme de discrimination. Il y aura nécessairement une différence de traitement, mais je crois qu'elle est justifiée par l'intérêt général et la nécessité de protéger les enfants et également les parents. Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens de ne pas abandonner ces enfants qui ne pourront pas continuer à suivre des cours. Ludovic Toro, médecin et maire, donc, vous pensez que ce protocole qui est vivement critiqué depuis ce matin et les annonces de Jean-Michel Blanquer, ça peut attiser davantage la colère des anti-vax, anti-pass sanitaires qui vont manifester à nouveau ce week-end? Si on reste sur ce variant qui ne mute pas, il ne devient pas encore plus rapide, je pense qu'on est parti sur un pic qui est semblable à l'Angleterre de 2 à 3 mois. En sachant qu'il y avait 20% de vaccinés en plus. Donc on va faire août, septembre et octobre. Donc ça va monter, mais monter très très vite, d'accord? Donc la problématique qu'il y a, c'est vrai, c'est que
Qui pourrait penser qu'à la rentrée... Et puis, comment on va savoir que quelqu'un est positif? Je vous rappelle que les tests dans les écoles, ça n'a pas été aussi bien développé que ça. Il faudra les tester, ces enfants. Donc, je veux bien qu'on mette des centres de vaccination, mais il faudra aussi mettre des centres de tests. Mais vous, ça vous choque pas qu'on évince comme ça mais bien sûr des que ça me choque. élèves non vaccinés? C'est un constat d'échec. C'est parce que si on avait anticipé depuis 2 mois, on n'en serait pas là à cibler ça. Mais de toute façon, depuis le début, au début, c'était les jeunes. Après, c'est les anciens. On n'arrête pas de séparer les gens, alors qu'on a besoin d'unité dans tout ça, d'accord? Et d'unité, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est protéger ceux qui risquent de mourir, donc les plus de 50 ans à 98%. Maintenant, on est dans l'urgence. Ça va durer 3 mois. Je ne sais pas les prédications, c'est ce qui se passe en Angleterre. Avec nous, 20 points en moins. Ça va durer 3 mois et ça va monter très très vite. Donc forcément, dans les écoles, en septembre, vous aurez des cas positifs chez les enfants. Si on va les chercher. Parce que si vous mettez que des centres de vaccination et pas les centres de tests, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai pas entendu les centres de tests et comment on va tester les enfants. Parce que les promesses de M. Blanquer, moi je l'ai bien vu, dans ma ville, quand il l'a dit, il n'y a pas eu de test d'enfants. Excusez-moi, monsieur le maire, mais il y a quand même un dialogue qui doit intervenir entre les inspecteurs d'académie, les recteurs, tous les gens qui ont comme mission de continuer la petite éducation. Donc, il y a un protocole aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même un certain espace pour essayer de dialoguer. Vous savez, moi je suis un peu refroidi par ce dialogue qu'on nous annonce depuis 1 an et demi, ces protocoles qui sont mis en place. 1 mois, le mois d'août, pour pouvoir appliquer tout ce qui a été dit là, j'espère que ça marchera. On le voit donc que ce protocole sanitaire dans les écoles qui fait débat aujourd'hui. L'autre annonce importante de cette journée, eh bien, c'est la date d'entrée en vigueur du pass sanitaire. Ce sera le lundi 9 août. Il faudra le vaccin ou un test négatif pour, par exemple, aller boire un verre ou dîner au restaurant. C'est l'annonce du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, aujourd'hui. Mais cette date du 9 août, c'est bien sûr à condition que la loi soit validée par le Conseil constitutionnel. Écoutez. La loi sera donc promulguée dans la foulée avec une entrée en vigueur que nous prévoyons pour le 9 août. C'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur avec, je le rappelle, au départ, un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie, d'accompagnement pour les acteurs concernés. J'avais parlé d'une période de rodage d'1 semaine, de la même manière que nous l'avons mis en place pour les acteurs culturels et des loisirs qui ont mis en place le pass sanitaire depuis la semaine dernière. Évidemment que pour les acteurs des transports, de la restauration, des bars et les acteurs qui appliqueront le pass sanitaire à compter de cette date, il y aura évidemment ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui s'exprimait tout à l'heure à l'issue du dernier Conseil des ministres de l'année. Conseil des ministres un peu particulier puisqu'Emmanuel Macron regardait la présider depuis son avion présidentiel, le chef de l'État de retour de Polynésie. William T, il y a donc cette date qu'on nous annonce le 9 août. D'ici là, il faut passer l'obstacle du Conseil constitutionnel pour la loi sanitaire. Vous pensez qu'il y a plusieurs points qui peuvent être retoqués par les sages? Moi, je pense que le Sénat fait un bon boulot, notamment en modifiant les dispositions les plus sensibles, notamment sur la question du licenciement, en passant de la question du licenciement à une question de suspension du contrat de travail. Le deuxième, c'est en requalifiant les peines pénales pour les restaurateurs qui ne pourraient pas appliquer les peines en peines administratives. Et puis, les différentes mesures qui ont été faites globalement par le Sénat permettent en fait d'avoir un texte qui est globalement cohérent, qui respecte les 2 grands principes qui sont chers au Conseil constitutionnel, la question de la protection des libertés individuelles et la question de l'égalité. Dans la mesure où le pass sanitaire est plutôt cohérent dans sa mise en œuvre, je ne vois pas pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel retoucherait des grands morceaux importants. Il pourrait toucher quelques alinéas ou quelques sous-parties, mais ce serait des points plutôt à la marge que des points principaux. Donc pour vous, c'est équilibré, c'est bien calibré? Je pense que le dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat en commission paritaire mixte a permis d'aboutir sur un texte de qualité, oui. Le pass sanitaire va être imposé aux salariés, par exemple, le 30 août, mais on voit que dans les transports ou dans d'autres établissements, les restaurants, on le demandera aux voyageurs ou aux personnes qui fréquentent ces établissements. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté absurde dans tout ça, ce décalage de 3 semaines ? La difficulté, c'est qu'en fait, il est pris par l'urgence. Le président de la République est pris par l'urgence, notamment depuis le 12 juillet, à cause du variant Delta. On en a parlé sur la question des écoles. Comment faire pour vacciner l'ensemble des enfants 12-17 ans en 1 mois? D'ici la rentrée, ça paraît très compliqué. Et en fait, là, on est pris de court parce que la machine administrative française est plutôt lente. On se souvient du retard pris
en janvier sur la question de la vaccination avant le coup de gueule d'Emmanuel Macron dans le JDD. Là, la difficulté, c'est de pouvoir vacciner. En fait, il y a deux volets dans son discours. Le premier, c'est surtout, il ne faut pas oublier, c'est la question d'inciter en fait les gens. Il ne met pas un pass sanitaire uniquement pour restreindre la liberté de chacun. C'est surtout pour inciter dans ce premier volet-là. Il va plutôt dans le bon sens. Le deuxième, c'est l'application du pass sanitaire, notamment sur la question du contrôle où ce sera plus compliqué, ou auquel les personnes devront faire du cas par cas et essayer de voir comment faire en fonction des distorsions territoriales. Vous restez avec nous, évidemment. En attendant, eh bien, l'épidémie, elle, continue de galoper, et notamment dans les zones touristiques. Le Var, les Alpes-Maritimes ont déjà remis en place des mesures sanitaires et désormais, c'est au tour des Bouches-du-Rhône où le masque redevient obligatoire dans les lieux très fréquentés. On va retrouver Aurore Villemur depuis Marseille. Aurore, qu'en pensent les gens sur place de ces nouvelles mesures ? Eh bien, ils sont mitigés, ces Marseillais et ces vacanciers que nous avons rencontrés. D'un côté, il y a ceux qui comprennent si ça permet de freiner la progression du variant Delta. Alors, il faut le faire, nous confiait un vacancier tout à l'heure. Et puis pour d'autres, ce n'est finalement qu'une contrainte de plus, notamment avec ces fortes chaleurs. Certains nous ont même confié qu'ils ne le porteraient pas. Tout simplement, je vous propose de les écouter. Ils étaient au micro de Camille Fournier. Moi, j'étais au courant de l'obligation du port du masque. Je voulais le mettre quand il y a beaucoup de monde. Parce que là, j'étais avec ma femme, il n'y avait pas beaucoup de monde, je ne l'ai pas mis. C'est pas très supportable, mais si on doit le mettre pour protéger les gens, pourquoi pas. Non, je ne porterai pas le masque, non. Même dans les endroits où c'est obligatoire. Hop. C'est pas dire ça ici. La pub. Vous connaissez la pub? Mais c'est pas... Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Quand vous serez prêt à repartir en voyage et à vivre de nouvelles aventures, nous serons là. Activez la promotion et réservez sur l'appli Booking.com pour recevoir un remboursement de 10% sous forme de crédit jusqu'à 200 €. Les voyages reprennent. Booking.com. Si nous avons passé des années en recherche et développement à inventer la matière nano, composée de millions d'alvéoles aux arêtes souples, pour permettre 21 minutes de sommeil en plus par nuit, si nous avons fait tout ça, c'est pour Marc, qu'il profite pleinement de sa journée, Marc. Hey, encore un cache-cache ? Bultex, scientifiquement testé et approuvé. Ça, c'est Olivier, qui a assuré sa voiture chez l'Olivier Assurance en économisant 240 €. Et ça, c'est encore Olivier, qui a eu un accident. Mais qui sait que chez l'Olivier Assurance, 96% des clients sont satisfaits après un sinistre. Et ça, c'est toujours Olivier, heureux de passer dans une publicité l'Olivier Assurance. Faites comme Olivier, choisissez l'Olivier Assurance. Chez De Giro, nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier. Que vous investissiez activement ou suiviez les marchés passivement, notre plateforme primée est la vôtre. Investissez comme plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent. De Giro, le pouvoir financier vous appartient. Nous vous offrons maintenant vos 50 premiers € de frais de courtage. Investissez dès aujourd'hui sur degiro.fr. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. I'm in the field with piranhas and the sharks. In the dark, in the dark, in the dark. In the dark, in the dark, in the dark. In the dark, in the dark, in the dark. In the dark. The freaks come out at night when it's dark. La collection chef-d'œuvre vous attend chez Poltron et Sofa. Suivez votre envie de repos nuit et jour dans un vrai lit pour 649 €. Ou contemplez tendrement le confort du mouvement relax électrique pour 1049 €. Poltron et Sofa a authentica qualità. Et voilà. Lorina, la limonade qui fait pétiller les Français.
Besoin de faire réparer votre impact? Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Il suffit d'entrer votre numéro d'immatriculation, de choisir le centre et l'heure du rendez-vous. Facile. Chez Carglass, votre impact, on le répare. En 30 minutes, c'est fait. Pratique. Et pour vos trajets, encore plus pratique. Carglass vous offre 1 an d'abonnement à l'application Coyote. Ça vaut plus de 95 €. Vous êtes alerté en temps réel des dangers, du trafic, des limitations de vitesse. Comme ça, vous roulez l'esprit tranquille. Alors, pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Restez connectés devant votre programme avec Cisco, partenaire de votre transformation numérique. – 21h30 sur BFM TV et à la une ce soir, cette date du 9 août. Retenez-la bien parce que c'est ce jour-là qu'entrera en vigueur le pass sanitaire, annonce aujourd'hui de Gabriel Attal. Mais avant, bien sûr, le Conseil constitutionnel doit bien valider le projet de loi. Pas d'école pour les adolescents non vaccinés. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé le protocole sanitaire qui sera en vigueur à la rentrée dans les collèges et dans les lycées. Si un cas de Covid est détecté dans une classe, eh bien les élèves non vaccinés devront rentrer chez eux et suivre les cours à distance pendant une semaine, une mesure qui fait beaucoup réagir. Et les JO de Tokyo, une journée mi-figue, mi-raisin. Très belle médaille d'or en aviron la nuit dernière. Mais élimination de la France en football et des basketteuses qui ratent la médaille. On fera le point dans ce journal et on parlera du programme de la journée de demain. C'est donc une date à cocher sur votre calendrier. Effectivement, parce qu'à partir du 9 août, retenez bien cette date, donc le pass sanitaire deviendra obligatoire pour aller notamment dans les bars et les restaurants. Mais avant cela, il faut bien sûr que le Conseil constitutionnel valide la loi. Écoutez Gabriel Attal qui s'est exprimé cet après-midi. La loi sera donc promulguée dans la foulée avec une entrée en vigueur que nous prévoyons pour le 9 août. C'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur avec, je le rappelle, au départ, un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie, d'accompagnement pour les acteurs concernés. J'avais parlé d'une période de rodage d'une semaine, de la même manière que nous l'avons mis en place pour les acteurs culturels et des loisirs qui ont mis en place le pass sanitaire depuis la semaine dernière. Évidemment, que pour les acteurs des transports, de la restauration, des bars et les acteurs qui appliqueront le pass sanitaire à compter de cette date, il y aura évidemment ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui s'est exprimé à la suite du dernier Conseil des ministres de l'année. C'est un Conseil des ministres un petit peu particulier, regardez, puisqu'il a été présidé par Emmanuel Macron depuis son avion présidentiel, le chef de l'État de retour de Polynésie. William T, vous êtes toujours avec nous. Cette date du 9 août, elle sera tenue ou elle est hypothétique du fait qu'il y a l'obstacle au Conseil constitutionnel? Je pense que le Conseil constitutionnel se saisira rapidement et donnera un avis rapidement. On a vu que le Conseil d'État... 5 août, hein. Tout à fait. Le Conseil d'État a donné un avis très rapidement et n'a pas mis de réserve sur le dispositif du gouvernement. Je pense que l'essentiel, c'est que... Moi, j'ai mis des réserves sur la question du pass sanitaire, mais je pense que dans la mesure où il a été adopté par l'Assemblée et par le Sénat en commission mixte paritaire, il faut qu'il soit appliqué très rapidement parce que l'objectif d'Emmanuel Macron est d'inciter les gens à se faire vacciner. Dans la mesure où le pass sanitaire est applicable immédiatement, on verra s'il y aura une montée du nombre d'intentions de vaccination entre le 9 août et la rentrée, ce qui pourrait conduire à une rentrée plus simple pour la France et pour le gouvernement, à la mesure où plus on aura de vaccinés, plus on atteindra l'immunité collective et plus ce sera simple de combattre le variant Delta. Autre sujet d'actualité ce soir, c'est ce protocole sanitaire dans les collèges et les lycées. En cas de Covid dans une classe, les élèves qui ne seront pas vaccinés seront évincés. Ils devront rester à la maison et suivre les cours à distance. Certains dénoncent déjà une discrimination. Mais d'abord, regardez donc ce sujet avec les explications de Rémi Senlis. C'est une annonce du ministre de l'Éducation nationale qui risque de changer le quotidien de certains élèves dès la rentrée. S'agissant de l'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés. Donc c'est évidemment une forte incitation à être vaccinés. Je précise que ceux qui ne seront pas vaccinés seront en enseignement à distance. Une mesure plutôt mal reçue par les familles que nous avons interrogées, pourtant toutes vaccinées.
Moi, je ne suis pas pour. Je suis pour la vaccination. Je suis pour la vaccination des jeunes de 12 à 18 ans parce qu'ils sont quand même pas mal impactés. Ils ont besoin de retrouver leurs copains. Par contre, moi, j'estime que l'école ne doit pas être impactée. Mais je trouve que c'est difficile pour les enfants, vu les 2 ans en fait, qu'ils ont vécu. Le but, c'est quand même qu'ils puissent aller en classe, quoi. Donc... voilà, moi je serais plus enclin à une vaccination en fait pour tous les enfants en fait au collège et gérée par les collèges en fait. Quoi. De leur côté, les premiers concernés, les élèves, rappellent à quel point il est difficile de suivre les cours en distanciel et n'y sont pas beaucoup plus favorables. Non, je trouve ça pas très bien parce que tout le monde n'aurait pas la même égalité et si c'est pas pareil en distanciel qu'en cours. Je pense que ça va inciter la vaccination, mais aussi s'il y a la moitié des élèves qui participent et d'autres non, ça va être compliqué, je pense. Écarter les élèves non vaccinés en cas de contamination, une mesure qui ne s'appliquera pas aux classes de primaire. Elles continueront tout de même à fermer leurs portes dès lors qu'il y aura un cas de contamination. Ludovic Toro est toujours avec nous, médecin et maire UDI de Coubron en Seine-Saint-Denis. Vous réagissez comment face à ce protocole ? On entend le gouvernement, c'est assumé d'ailleurs, le message de dire faut inciter, faut pousser les Français, tous les Français, y compris les enfants, à se faire vacciner. Et d'un autre côté, ça veut dire qu'on va potentiellement mettre à la porte de l'école des élèves qui ne seront pas vaccinés. C'est choquant ? Bah oui, c'est choquant. L'école, c'est l'exemple même, on est tous égaux, on est tous au même niveau et on doit apprendre de la même façon. Monsieur Blanquer peut me dire ce qu'il veut, on n'apprend pas de la même façon quand on est chez soi sans ordinateur que quand on est à l'école. Et je ne crois pas qu'il va doubler le nombre des enseignants. Donc ça me choque parce que l'accès à l'enseignement va être différent suivant ceux. Qui peut imaginer qu'il n'y aura pas de tests positifs dans les écoles en septembre ? Il y en aura. Donc les enfants vont rentrer chez eux. Qui va les garder ? Les parents, il faut qu'ils travaillent, je crois. Monsieur Blanquer ne se rend pas compte de ça. En fait, ce manque d'anticipation aboutit à des décisions comme ça, où il y aura 2 sortes d'enfants. Ceux qui vont bien apprendre à l'école et ceux qui vont moins bien apprendre parce que ce virus sera encore là. William Tay, je rappelle, vous êtes président du think tank Le Millénaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous, est-ce qu'on se dirige aussi vers une forme d'inégalité avec cette mesure ? En fait, il y a une inégalité de fait, c'est la question de la vaccination. On voit qu'il y a une triple inégalité. En fonction de là où on habite dans le territoire. Si on est plutôt dans le nord-ouest, on est plutôt vacciné plutôt que si on habite dans le sud-est. Si on habite dans une métropole plutôt que dans un territoire rural. Et si on habite dans une commune qui est plutôt riche plutôt que dans une commune pauvre. Ce qu'on voit, c'est comme la difficulté pour le gouvernement, s'il veut mettre en place cette mesure, c'est comment inciter les enfants de familles plutôt pauvres et habitant dans les territoires ruraux à aller se faire vacciner. Il y a beaucoup d'appréhension. Quand on regarde par exemple la sociologie des manifestations, on voit qu'il y a une distorsion, notamment sur la question du diplôme. Plus on est diplômé, plus on est favorable à la vaccination. Moins on est diplômé, plus on a de tendance à être supporter de la manifestation. Donc comment on fait pour Emmanuel Macron pour s'adresser en fait à cette France-là, à les encourager à se faire vacciner, sinon on va créer de fait une école à 2 vitesses basée sur 2 fractures, une fracture sociale, une fracture territoriale. Mais là, le protocole justement vise à pousser, encourager ces Français-là dont vous parlez à se faire vacciner en disant attention, sinon vos enfants ne pourront pas accéder à l'école. Oui, en ce sens, c'est plutôt une bonne mesure. La difficulté, c'est qu'en fait, quand on regarde les cartes et les chiffres du décrochage scolaire, c'est que ce sont plutôt en fait les gens qui sont plutôt défavorisés, qui sont en décrochage scolaire. Donc est-ce que les gens vont inciter à se vacciner uniquement pour aller à l'école, notamment si on prend des cartes spécifiques dans la région Île-de-France, si on garde les cartes plutôt de décrochage en Seine-Saint-Denis plutôt que dans les Hauts-de-Seine ou dans les Yvelines, on verrait que ce sont plutôt des familles à faible revenu qui vont pas à l'école, qui risquent de décrocher et à ne pas se faire vacciner. Jusqu'à 7000 centres de vaccination seront déployés dans les écoles. Eh ben dis donc, M. Blanquer, il va avoir du travail au mois d'août. Lui, il partira pas en vacances. Est-ce que c'est faisable ? Mais non, que c'est pas faisable. Qui va croire qu'on va trouver des gens 7000 ? Bon, ça, c'est que la moitié, d'accord ? Donc, certains collèges, certains lycées n'auront pas accès à la proximité en termes de vaccination. Et je parle même pas des tests, d'accord ? Mais comment mettre ça en place en septembre ? Parce que, comme je vous dis, c'est une contamination très rapide, il faut réagir très rapidement. Et je comprends qu'il faut faire très vite pour éviter la surcharge dans les hôpitaux. Mais comment faire pour en mettre 7000 ? Vous avez trouvé 7000 qui vont être sur les collèges et les lycées. Vous avez déjà appelé le département et la région pour travailler avec les différentes collectivités ? Je ne crois pas. Alors, docteur Toro, il n'y aura peut-être pas les centres de vaccination, mais il y aura les doses, puisqu'aujourd'hui, les autorités sanitaires ont donné leur feu vert au vaccin Moderna pour les jeunes. Oui. C'est une bonne nouvelle, ça ? Oui, de toute façon, Pfizer a répondu. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on avait grandement assez de doses. Et je dirais que Moderna, en plus, ça donnera encore plus si l'accélération continue. Parce que vous avez vu, suite aux annonces du président de la République, pas en termes d'adhésion à la vaccination, mais en termes d'adhésion à une certaine liberté, il y a eu toutes ces personnes qui se sont fait vacciner. Donc plus on aura de vaccins, plus on pourra rapidement atteindre une immunité collective.
Tous les regards se tournent également vers les hôpitaux, alors que le nombre de patients Covid augmente. On s'approche de la barre des 1000 patients en réanimation. Alors, va-t-on pouvoir éviter une nouvelle saturation dans les hôpitaux? C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement grâce à la vaccination. Adrien Portron et Sébastien Savoie. C'est un lieu scruté par les autorités, au cœur de toutes les inquiétudes. Face à la propagation du variant Delta et l'inflation du nombre de cas sur le territoire, les hôpitaux observent une augmentation des admissions. En moyenne, chaque jour, 334 patients atteints par le Covid sont hospitalisés. Une hausse de 67% par rapport à la semaine précédente. La population n'est pas assez vaccinée pour le moment et on peut s'attendre à ce que dans ceux qui ne sont pas vaccinés, il y a des personnes âgées, pas nombreuses, 10-15%, et surtout il y a des personnes plus jeunes avec des comorbidités et eux ne sont pas assez vaccinés. En soins critiques, les admissions augmentent elles aussi de nouveau. En moyenne, 71 patients entrent dans les services de réanimation au quotidien. Une hausse de 96% en une semaine. L'ombre d'une 4e vague apparaît dans les hôpitaux français. Nous, on n'a pas beaucoup de malades à Nancy, mais il commence à y en avoir de façon assez inquiétante en Provence-Côte d'Azur. Et il y a beaucoup de patients qui rentrent en réanimation en Provence-Côte d'Azur. Donc oui, à échéance de quelques semaines, on est quand même inquiet et on va se préparer comme on a su le faire déjà par le passé. Pour tenter de connaître l'ampleur de cette nouvelle vague dans les hôpitaux, les autorités regardent la situation à l'étranger. En Grande-Bretagne notamment, où les admissions ont été plus faibles que lors des épisodes précédents. Mais là-bas, 70% de la population est totalement vaccinée. Ludovic Toro, on le voit dans ce reportage, chez nos voisins les Anglais, les hospitalisations ont été moins importantes que lors des précédentes vagues. Et tout à l'heure, durant son point presse, Gabriel Attal disait aussi que l'impact entre les contaminations et les hospitalisations actuellement est, je cite, 2 à 3 fois moins importante que lors des précédentes vagues. Rien de nouveau. La question se pose, est-ce que peut-être on ne va pas éviter justement cette saturation dans les hôpitaux? Alors, ce qu'on va faire, le problème, c'est n'oubliez pas qu'on avait 20 points de différence en termes de vaccination. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous dis, ce variant a une charge virale énorme qui fait qu'ils en contaminent beaucoup plus. Donc, c'est monté très vite. Mais comme il y avait beaucoup de vaccinés en Angleterre, 20% de plus que nous, voilà, ils commencent à décroître. Donc, je pense qu'on peut calquer cette courbe chez nous, mais avec 20 points en moins. Et comme je dis, en 2 mois et demi, eux, ils commencent à chuter. Nous, on chutera à peu près à 3 mois. C'est juste une extrapolation sur des chiffres, c'est pas une invention. Le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est de vacciner les personnes les plus âgées qui ne sont pas vaccinées. C'est eux qu'il faut aller chercher vraiment maintenant? Oui. Je m'adresse à tous les gens qui ont plus de 50 ans, d'accord? Donc ils ne sont pas vieux. Les plus de 50 ans ont 98% de chance, je vais jusqu'au bout des âges, d'en mourir ou de finir en réa. D'en mourir, parce qu'une pandémie, l'important c'est... Donc si vous avez plus de 50 ans, d'accord, vous n'allez pas à l'école, je sais bien, vous travaillez encore, mais s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Pas parce qu'on veut vous forcer, mais parce que tout simplement, vous éviterez d'aller à l'hôpital et en réanimation. Ludovic Toro, si je ne me trompe pas, vous êtes porte-parole du collectif des soignants. Et les soignants, qu'est-ce qu'ils vous rapportent? Est-ce qu'après 1 an et demi de crise Covid, très dur pour eux, est-ce qu'ils sont encore capables de faire face à une les soignants, ils font ce métier parce que c'est leur passion. Ils resteront, ils peuvent faire... ils font des fois des gardes de 24 heures. Quand il n'y a pas de relève, ils font des gardes de 24 heures et plus parce qu'ils veulent soigner leurs patients. Ils ont fait ce métier, quels que soient les 2 millions de soignants qu'on a en France. Oui, ils sont à bout. Oui, on ne s'est jamais occupé d'eux depuis très longtemps. Oui, de temps en temps, on les critique et il faut, s'il vous plaît, pas les critiquer. Les applaudissements, ils devraient se refaire tous les jours, aujourd'hui, à 20h. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, ils augmentent en hospitalisation, d'accord? Ils augmentent en réa. Donc, ces gens-là, c'est eux qui vont nous sauver parce qu'il y a des gens qui sortent de réa et qui sont sauvés. Et si ces soignants n'étaient pas là, il y aurait moins de sauvés. On reparlera de tout ça un petit peu plus tard sur BFM TV. À présent, on vous emmène du côté de Perpignan où le taux d'incidence a explosé et où les bars et les restaurants doivent désormais fermer à 23h. Mais pas tous, il y a des exceptions. 12 établissements au total ont demandé une dérogation au préfet pour pouvoir fermer à 2h du matin. Et en échange, ils doivent appliquer le pass sanitaire dès maintenant, ces établissements. On va retrouver Élise Phillips qui est à Perpignan pour BFM TV. Écoutez. Écoutez, ça se passe très bien. Regardez, dans cette rue de Perpignan, ce sont ces 3 bars qui ont obtenu l'autorisation de fermer à 2h du matin.
en échange donc d'un protocole sanitaire strict. Et vous le disiez à l'instant, ce protocole sanitaire strict, c'est l'application du pass sanitaire. Concrètement, quand un client arrive, il doit montrer son QR code avant d'être autorisé à rentrer. Pour en savoir un peu plus, on va aller voir Pierre Pesquier, Pierre qui est le gérant. Pierre, vous appliquez cette nouvelle règle depuis hier. Comment ça se passe? Est-ce que le pass sanitaire est bien accepté par les clients? Alors on a deux types de clients, sans surprise. On a les clients qui sont très contents d'avoir le pass sanitaire, qui se sentent bien plus en sécurité quand ils viennent dans nos locaux. Et après on a des clients qui sont malheureusement très réfractaires et qui se braquent un peu. Donc voilà, il faut faire un peu de psychologie avec chacun d'entre eux, quoi. Ce nouveau protocole, ça nécessite d'être strict, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception quand on monte son pass. Aucune exception, même pour les amis, là vraiment on contrôle à l'entrée de la rue le pass sanitaire. Les gens se flashent ensuite dans l'établissement et voilà, et il n'y a aucune exception. Fermé à 2h du matin plutôt que 23h, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça permet de combler un peu, de sauver la saison, quoi? Écoutez, après l'annonce de la fermeture anticipée des restaurants la semaine dernière, on a fait la semaine la plus catastrophique depuis 3 ans d'ouverture. Donc là, on est très très content de pouvoir ouvrir jusqu'à 2h du matin. Très bien, merci Pierre. Voilà, et ce protocole qui pour l'instant est un test avait été signé à l'origine par 7 établissements du département seulement, mais depuis il a fait des émules puisqu'une vingtaine d'établissements